J'avais peur du sang quand j'étais plus petit. Moi, des morts, j'en ai vu plein. Et certains qui m'ont marqué plus que d'autres, un peu plus traumatisants que d'autres. Ma chaîne, j'ai suscité pas mal de vocations. Alors aujourd'hui, je suis à Épinal avec une personne que vous connaissez sûrement sur les réseaux sociaux. DocFX, il est médecin urgentiste et youtubeur ou créateur de contenu. Ah, je préfère youtubeur, moi. Tu préfères youtubeur? Ouais. Alors youtubeur. Tu m'as demandé de venir au parc là, justement pour faire le podcast là. Pourquoi ici? Parce qu'en fait, j'avais pas envie d'être à l'hôpital et qu'au final, mon métier, c'est aussi beaucoup en dehors de l'hôpital. C'est un ensemble. Et puis, c'est un métier qui est assez varié, donc je voulais pas être que dans les urgences, quoi. C'est compliqué, il y a plein de patients, c'est un peu pas adapté. Ouais. À quel moment dans la semaine où tu souffles vraiment de tout ça? Médecin. Ouais, parce que du coup, c'est vrai que j'ai deux métiers. Médecin, je souffle jamais vraiment. Enfin, si, je souffle, mais on va dire les moments où je décompresse un petit peu, c'est surtout en sortie de garde. C'est souvent le soir quand je rentre chez moi, quand je suis dans ma voiture, c'est avec un peu de musique, c'est pas ça en fait. T'arrives à décompresser comme ça? Ouais. Oui, justement, tu arrives à te déconnecter des urgences vraiment correctement juste en faisant ça avec un petit... Du coup, moi, c'est un peu particulier parce que vu que je suis youtubeur, au final, je retombe indirectement dans les urgences aussi. Ouais. Donc, ça fait partie de moi et voilà. Après, quand on est médecin, lorsqu'on retire la blouse, on reste quand même médecin et quelqu'un qui va, surtout urgentiste, quelqu'un qui va faire un malaise, et on va aller tout de suite on garde ses réflexes d'urgentiste. Donc, c'est difficile de vraiment déconnecter. Mais après, si on a des passions, on a des hobbies, on peut aller faire du sport, faire d'autres choses. Souvent, le sport, ça aide beaucoup. Ouais. Les voyages aussi. Et voilà. Quand on te demande tu fais quoi dans la vie, tu réponds quoi? Au début, médecin urgentiste. Et maintenant, je suis fier même maintenant de dire médecin, urgentiste et youtubeur. J'ai rajouté, pour moi, c'est vraiment devenu un deuxième métier à côté. Donc voilà, c'est un peu... Mais tu n'es pas que médecin urgentiste, tu fais aussi autre chose, non? Comment ça? Tu réponds pas au téléphone? Alors ça fait partie du métier. Alors médecin urgentiste, on met tout dedans. Ok. C'est que dans médecin urgentiste, il y a la partie en effet au niveau des urgences. Donc au sein des urgences, avec les brancards, avec les patients, etc. Il y a la partie SMUR, donc en dehors de l'hôpital. Intervention justement sur quelqu'un qui va se blesser dans la rue ou qui va se noyer, voilà. Et la partie aussi régulation du centre 15, des appels d'urgence. Et tout ça, ça fait partie du métier d'urgentiste avec différentes facettes. Avec, si je veux même aller au bout des choses, moi aussi j'ai une casquette de pédagogue, de responsable de CESU. En fait, c'est l'école du SAMU, c'est là où on apprend les gestes d'urgence aux soignants. Et une casquette aussi SSE, donc tout ce qui est la médecine de catastrophe, c'est-à-dire organiser l'hôpital en cas de... Il y a, j'en sais rien, demain une catastrophe, une explosion, plein de blessés, un attentat. Il y a plein de blessés qui arrivent brutalement à l'hôpital. Comment est-ce que l'hôpital fait face à l'arrivée massive de victimes? D'accord. Pour X raisons, voilà. Ok, donc pédagogue. Ouais. Médecin urgentiste, youtubeur. C'est pour ça que je résume à juste médecin urgentiste, je mets tout dedans. Et youtubeur, ça reste quand même autre chose et c'est différent. C'est pour ça que sur le côté YouTube, j'ai un pseudo qui s'appelle DocFX. Donc je suis Docteur Moronval à l'hôpital d'Épinal et DocFX sur YouTube. Voilà. Et tu te sens plus quoi? Les deux. C'est vraiment les deux qui sont complémentaires, l'un nourrit l'autre et l'un ne pourrait pas se passer de l'autre. C'est un peu particulier, mais au début c'était pour moi un peu flou. Enfin, j'avais peur de ne pas bien faire le distinguo. Là maintenant, c'est plus le temps passe, plus c'est clair dans ma tête. Et voilà. T'as vraiment les deux quoi. Ouais. DocFX prend des fois plus de place que François Xavier? Oui, quand je suis sur YouTube, c'est DocFX, c'est sûr. Après, c'est un personnage c'est ma personnalité. Enfin, je joue pas de rôle, je reste quand même naturel. Mais lorsque je suis DocFX, je suis pas dans les soins. Et c'est pour ça que, par exemple, des fois, je fais des lives et qu'il y a des fois des gens qui vont me contacter sur le live et qui vont justement me poser des questions médicales. Et là, je dis, non, je suis pas avec la casquette Docteur Moronval, je suis avec la casquette DocFX youtubeur. Je suis là pour faire de la pédagogie, de l'enseignement. Je suis pas là pour faire des consultes médicales. Et quand je repasse aux urgences, que ce soit au centre 15 ou aux urgences, je reprends ma casquette Docteur Moronval. Voilà. Même si ça peut m'arriver de temps en temps de faire des stories un petit peu pour rentrer un petit peu dans l'immersion. Mais à aucun moment je vais filmer directement de patients
ou aller trahir le secret médical par exemple. Voilà. Qu'est-ce que les gens pensent connaître ou savoir sur DuckFX alors que c'est pas vrai du tout? J'en sais rien. Qu'est-ce que les gens pensent Non, rien. Bah, en fait, il n'y a rien que je pourrais cacher ou que je pourrais. Non, au contraire. Après, je fais attention quand même un petit peu à ma vie privée, très privée avec mon épouse ou avec ma fille, etc. Ça, j'essaie de préserver ma fille de tout ça. Mais après, non, rien de particulier. Rien de particulier. Ouais. Est-ce que petit, tu voulais déjà être médecin? Ouais, j'ai toujours voulu. Depuis que je suis de mémoire, j'ai toujours voulu être médecin. Ouais. C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Le côté d'être dans le soin, alors pas les urgences au début parce que j'avais peur du sang quand j'étais plus petit, mais dans le soin, ouais. Tu as peur du sang? Ouais, ça faisait partie, j'avais une phobie du sang. Et d'ailleurs, c'est pour ça que mes parents voulaient pas trop que je devienne médecin. Et en fait, moi, je voulais quand même aller au-delà. Et lorsque pendant mes études, je me suis retrouvé en stage au bloc opératoire, j'ai fait de l'auto-hypnose sans savoir que c'était de l'hypnose à ce moment-là, pour m'aider à surmonter ma phobie du sang. D'accord. Est-ce qu'il y a eu un moment déclencheur en fait pour que tu te dises je vais être médecin? Franchement, non. J'ai deux mémoires, je sais pas pourquoi, j'ai du mal à l'expliquer. J'ai toujours. Et c'était ça ou rien. C'était ça ou rien. Je me voyais pas faire autre chose non plus. C'est pour moi ça a toujours été une évidence en fait. Ouais. Difficile à expliquer. Parce que des fois, il y a des personnes où elles ont eu un petit trauma ou je sais pas quoi, plus jeune en fait, et du coup, ils découvrent un métier comme ça. Bon, après, non, moi, c'était peut-être plus la curiosité de connaître le fonctionnement du corps humain en fait. C'était plus de comprendre comment fonctionne le corps humain. Voilà. Ok. Est-ce que quelqu'un, du coup, t'a donné envie d'être médecin ou... On va dire que mon médecin traitant m'a conforté dans ce choix-là. Ouais. Parce que c'était mon médecin de famille qui était attentif, qui était très présent, très pédagogue, humain, etc. Donc ça m'a renforcé cette idée-là. Pas trop la télé, j'ai pas trop regardé. Même la série Urgence, j'ai pas trop regardé, contrairement à ce qu'on peut. Ça a inspiré beaucoup de personnes, moi, non, pas tant que ça. C'est vraiment le médecin traitant alors qui a fait que... Qui m'a poussé, ouais, qui m'a conforté dans mon envie de faire ça. Voilà. Avec le recul, tu penses que c'est plus toi qui as choisi le métier ou c'est le métier qui t'a choisi? Peut-être les deux, parce que moi je suis passionné. C'est pour ça que je fais YouTube d'ailleurs, à côté. Parce que après, il y a plein de médecins qui sont pas passionnés. Hein. Mais moi, la passion, ça fait partie de ma passion. Donc, ouais, c'est une espèce de synergie en fait positive. Et c'est pour ça que ce que je fais à côté sur YouTube, il y a beaucoup de gens qui me disent des fois, mais au lieu de faire des vidéos, tu ferais mieux de soigner des patients ou voilà. Mais c'est en plus, c'est-à-dire que je fais pas YouTube à la place de faire des soins. Je fais mon métier de médecin et YouTube c'est vraiment en plus. Donc c'est pour ça que ça fait 3 ans que je fais ça. C'est toutes les semaines, hein, c'est 20 heures par semaine à peu près. Et si j'appréciais pas ça, j'aurais pas tenu longtemps en fait. Donc du coup, c'est plus le métier qui t'a choisi alors ou Je sais pas comment expliquer. Ouais, si tu veux, mais après moi aussi en fait, c'est une synergie vraiment, c'est les deux. Ouais. Ok. Qu'est-ce qu'on n'imagine pas dans ton métier? Qu'est-ce qu'on n'imagine pas? Ouais. Y a lorsqu'on est aux urgences, on ne s'imagine pas tout ce qu'il y a derrière. Parce qu'on voit que le côté où justement on attend, on passe des heures à attendre, on a l'impression qu'il ne se passe rien. On ne se rend pas compte peut-être que le médecin il a peut-être en charge 7, 8, 10, 12, des fois même 15 patients en même temps. Donc jongler 15 personnes en même temps, voilà, on essaie de prioriser à chaque fois. On ne se rend pas compte que derrière on est des êtres humains aussi. Donc on a aussi des sentiments, on vit des choses comme tout le monde. On n'est pas indifférent par rapport à... Même si il y a certains médecins qui peuvent paraître un peu froids, mais c'est des barrières pour se protéger parce que de vivre la douleur tous les jours, c'est pas facile non plus. L'objectif, c'est pas de faire pleurer dans les chaumières, mais on est des êtres humains aussi, donc on a besoin de se protéger aussi parce que sinon on pète un plomb assez vite. Surtout avec tous les potentiels traumas qu'on peut vivre parce que moi, des morts, j'en ai vu plein. Et certains qui ont marqué plus que d'autres, un peu plus traumatisants que d'autres. Et le côté aussi, voilà, on est des êtres humains et on a besoin de manger, on a besoin de dormir,
d'aller aux toilettes, de boire, de décompresser aussi. Donc il y a tout ce côté-là aussi qu'on ne voit pas toujours. Mais voilà, les docteurs sont des êtres humains comme tout le monde en fait. Du coup, ça fait combien de temps que tu es médecin? Ça fait 15, Ouais, ça fait presque 13 ans là. 13 ans. Et qu'est-ce qui te marque encore à l'heure d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui me marque encore? C'est toutes les histoires dramatiques, parce que des histoires dramatiques, les trucs qu'on voit dans le journal, nous on les vit en réel, pas au quotidien, mais assez souvent quand même. Et c'est à chaque fois dès qu'il y a des histoires dramatiques de vie perdue bêtement ou brutalement, ou chez des jeunes ou des moins jeunes, c'est ça on s'y fait jamais en fait. Et c'est des trucs qu'on veut ne plus voir, mais qu'on voit toujours avec voilà. Et c'est plus ça en fait qui marque le plus à chaque fois. Est-ce qu'il y a des patients qui restent dans ta tête? Pas forcément décès, hein, mais est-ce qu'il y a des patients encore qui te restent dans la tête? Souvent, ceux qui me restent dans la tête, c'est les plus graves, paradoxalement, c'est les plus graves où ça se termine mal en fait. Voilà. Alors pas énormément, mais parce qu'en fait on voit tellement de gens. Alors c'est pour ça que des fois il y a des gens qui disent je vous ai déjà vu, etc. Mais on peut pas se souvenir. Rien que moi sur une journée, on peut voir 20 à 30 personnes par jour. Donc on voit tellement de monde que. Mais il y en a quelques-uns dans des conditions particulières que ça va marquer un peu plus, ou avec des familles que ça va marquer un peu plus. J'ai une dizaine comme ça d'événements un peu plus traumatisants qui me restent, etc. Mais qui m'empêchent pas de dormir en tout cas. C'est des souvenirs, voilà, que j'ai intégrés, mais qui me traumatisent pas, qui m'empêchent pas, heureusement d'ailleurs. Il y a besoin de ça, je pense, de mettre ça dans un petit coin de sa tête quand même, et puis. Quand c'est trop difficile, nous on peut en parler. On a en fin d'intervention, on en parle souvent, parce que des fois il y a des plus jeunes, des fois il y a des apprenants qui sont aussi avec nous, qui sont des fois très jeunes et qui n'ont jamais vu de mort. Et le premier mort qu'ils vont voir, c'est un mec pendu ou pire. Donc ça peut marquer aussi, ce qui est normal. Donc en fin d'intervention, on essaye de prendre le temps d'en discuter et d'essayer de passer un peu les émotions. Et surtout se dire aussi que c'est pas notre faute, parce que des fois on peut se sentir responsable, mais voilà, nous des fois quand ça se termine mal, on a fait ce qu'on a pu, mais on peut pas toujours malheureusement sauver tout le monde. Et quand c'est trop difficile, on a après la possibilité de nous en parler avec une psychologue à l'hôpital. Même si ça reste, moi j'ai jamais consulté, ça reste très rare je pense, même si c'est pas une honte, mais les soignants ont du mal à les consulter, les psychologues, parce que si tu vas consulter un psychologue, ça veut dire que tu deviens plus soignant, tu deviens côté patient, mais tu changes, même si ça reste, on parle de plus en plus de santé mentale maintenant, et je pense que chez les soignants c'est un peu sous-estimé, et d'ailleurs c'est pour ça que c'est les premiers à faire des burn-out. Ah oui, parce qu'en plus, ils enchaînent quand même pas mal d'heures, comme toi. Ouais. C'est des horaires assez. Puis au-delà des horaires, c'est que on n'est pas en train de travailler avec des produits X ou Y, produits alimentaires ou produits machin. On est avec des êtres humains et on est dans l'émotionnel, quoi. Donc c'est différent, quoi. Combien de temps tu mets quand tu rentres chez toi, après une garde, combien de temps tu mets à redevenir François Xavier? On a un petit peu parlé tout à l'heure, mais en combien de temps tu redeviens François Xavier? Rapidement. Rapidement? Oui. Tu arrives à redescendre assez vite? Ouais, dès que je suis dans ma voiture et que j'ai quitté l'hôpital, ça y est, avec de la musique, c'est... Ouais, voilà, ça y est, ça... Sauf s'il y a quelque chose justement qui a été un petit peu traumatisant, un peu difficile, et que j'ai besoin d'en parler encore, mais sinon, la plupart du temps, non, ça va. Est-ce que tu as déjà eu envie de tout arrêter? Non. Moi, ça m'est jamais arrivé. C'est déjà arrivé à pas mal de mes collègues. Il y en a qui ont déjà arrêté. Ouais. Et moi, non. Non. De souvenir, ça m'est jamais arrivé, pardon. Même si, pas arrêté, mais à modifier mes conditions de travail. Et après, moi, j'en en ai parlé tout à l'heure, mais ma petite spécificité, c'est que je fais beaucoup de choses différentes. Et je pense que le fait de travailler dans différents services et différemment, ça permet de mieux appréhender tout ça et de pas avoir cette sensation de dire j'arrête. Et encore une fois, vu que j'ai cette passion-là, c'est un peu plus compliqué parce que ça fait partie. On va dire que depuis que j'ai commencé YouTube, c'est une deuxième, pas une deuxième vie, mais ça a relancé un petit peu mon métier parce que ça me permet à travers mes vidéos de découvrir plein de choses, de moi m'enrichir et d'enrichir aussi les gens qui suivent les vidéos.
sur plein d'aspects de la médecine d'urgence que même moi je connaissais pas. Comme j'ai fait des vidéos avec Air France sur les sacs dans les avions, bah, je savais qu'il y a des sacs d'urgence dans les avions, mais je ne savais pas ce qu'il y avait dedans exactement. Bah, maintenant je sais. Est-ce que tu as déjà eu peur de ne pas être à la hauteur? Oui, oui, c'est normal. Dès que de toute façon tu pars sur une urgence vitale, ça met un coup de pression parce qu'on sait que les patients, les familles et les équipes, ils attendent de toi. Donc c'est important. Après, c'était plus lorsque j'étais jeune médecin, au tout début, j'étais un peu plus stressé et je me mettais un peu plus de pression. Avec le temps, bah, on a un peu plus l'expérience et l'expertise. Donc on est quand même plus serein et on a moins ce coup de pression-là. Mais plus au début, ouais. Bah justement, on en parlait un tout petit peu tout à l'heure. Quand on a une grosse journée qui s'est pas super bien passée, en fait, comment on fait pour que ça aille bien? Pour un peu passer à autre chose, entre guillemets, quoi. Bon, encore une fois, moi, ça reste rentrer. C'est surtout quand je suis chez moi. Après, c'est parler avec ma femme et ma fille. Ouais. Après, c'est beaucoup ma fille aussi. Ça permet d'avoir l'insouciance de l'enfance et de faire passer à d'autres choses, en fait. Et puis, voilà. Mais après, c'est rare que je passe. Enfin, j'ai la chance, au moins, c'est rare que je passe vraiment des grosses journées parce que je pense que si tous les jours on passe des grosses journées, au bout d'un moment, il faut pas se remettre en question, mais de voir si on peut pas faire améliorer ses conditions de travail d'une façon ou d'une autre. Peut-être en réduisant du temps de travail ou améliorant certaines choses ou en changeant de poste. Non, mais par exemple, en fait, tu as une journée où tu as peut-être plusieurs décès, des choses que tu n'as pas forcément réussi à faire. Après, comment tu arrives à gérer ça derrière? Après, en parlant. Après, j'en parle à ma femme. J'en discute avec ma femme. Alors, pas devant ma fille, bien sûr. Mais on en parle tous les deux. Et puis, ma femme est dans les soins aussi. Elle est infirmière en réanimation. D'accord, oui, donc ça. Donc elle a aussi des patients, elle aussi, des fois elle me parle des fois des histoires tristes ou difficiles qu'elle me raconte aussi. Donc souvent on en parle entre nous et ça nous permet ça passe souvent comme ça. Vous vous aidez mutuellement, quoi. Ouais. Après on se fait pas un débriefing de la journée tous les jours, parce que mais de temps en temps, lorsqu'on a des cas difficiles, on en parle, ouais. C'est bien d'avoir quelqu'un qui parlait comme ça de temps en temps. Je pense qu'on rentre. Ouais. C'est vrai que lorsqu'on était plus jeune, on en parlait plus. Et c'est vrai que maintenant, on essaye autant que possible d'en parler moins et justement de parler d'autres choses que du boulot. Ouais. Sauf des trucs difficiles. Et comme pareil, le soir, lorsqu'on regarde la télé, autant que possible, on essaie de ne pas regarder des émissions sur la santé, quoi. Ouais, bah oui. Pareil. Qu'est-ce qui te fait tenir encore aujourd'hui? Alors déjà, le café. Pas mal de café. Après, oui, encore une fois, c'était beaucoup la passion. Et là, je dirais de base, c'est sur le fait que j'ai plusieurs facettes différentes du métier. Je ferai que des urgences, je pense que j'aurais déjà arrêté. Je ferai que de la régule, j'aurais déjà arrêté aussi. Mais c'est de fait faire différentes choses déjà. Plusieurs choses. Et puis encore une fois, comme je disais là tout à l'heure, YouTube, ça a remis une pièce dans la machine. Ça montre plein de trucs et ça ouvre d'autres perspectives, d'autres. Tiens, dans tel hôpital ils font comme ça. Et du coup, des fois, je ramène ça chez nous. Je dis, tiens, on pourrait faire ça chez nous aussi. Et ça donne des idées à tout le monde en fait. Justement, on va parler un peu de YouTube. Pourquoi tu as commencé à faire une chaîne YouTube? Alors pourquoi j'ai commencé? En fait, moi, je viens pas de YouTube, je viens de Twitter. Ouais. Enfin X maintenant, qui est un réseau très agressif. Et en fait, c'était pendant le Covid où j'ai développé toute une communauté parce que je racontais mon quotidien de soignant pendant le Covid et les gens recherchaient de l'information et pas obligatoirement que de l'info de journalistes mais de gens de terrain. Moi, j'étais pas confiné, j'étais aux urgences et tous les jours, je faisais 1 ou 2 tweets où je racontais mon quotidien. Ce qui m'a valu aussi beaucoup de menaces et d'agressivité de certaines personnes. Mais voilà, j'ai développé toute une communauté et le souci c'est que le réseau ne me convenait pas parce que c'était pas adapté à ce que je voulais faire passer comme valeur pédagogique. J'avais envie d'éduquer un peu plus les gens.
Et je suis passé après à YouTube avec la partie audiovisuelle, où il y avait un format qui était plus long, où plus de choses de développer des choses. Et voilà, et je me suis dit, comment est-ce que je fais pour monter ma chaîne YouTube? Je me suis formé sur YouTube et j'ai investi aussi, et puis voilà. Et au début, j'avais un petit peu de mal à savoir comment j'allais goupiller, est-ce que ça me paraissait beaucoup de travail. Et au final, maintenant, je vois plus ça comme un travail, je vois plus ça, encore une fois, comme une deuxième passion, parce que j'ai toujours été passionné de YouTube aussi. Et ça se goupille bien. Et en fait, YouTube, ça me permet de réunir mes différentes passions, la médecine, la pédagogie et la communication. Tout est réuni en fait dans YouTube. La pédagogie surtout. Hein. Ouais. À quel moment tu as vu un réel impact de ce que tu faisais donc du coup Twitter, peut-être YouTube après Sur Twitter, il y avait eu un impact à un moment. Ouais. Pas que en positif, c'est un impact positif et négatif, donc ça m'allait pas. Ouais. Et après YouTube, ça se fait progresser, c'est très progressif en fait. C'est pas du jour au lendemain, c'est vraiment de plus en plus les gens me disent c'est bien ce que vous faites. De plus en plus les gens me reconnaissent, alors qu'avant moins, maintenant de plus en plus. De plus en plus on vient me voir aussi, on me propose des sujets. C'est progressif en fait. C'est vraiment, je dirais pas qu'il y a un jour où il n'y a pas eu un impact d'un coup. Non, c'est vraiment sur le quotidien, quoi. Dans la longueur. Ouais. Si demain il n'y a plus de YouTube, il n'y a plus Instagram, il n'y a plus TikTok, il n'y a plus, est-ce que tu continuerais dans quelque chose? Plus YouTube, ce serait dommage. Enfin, moi je serais dégoûté parce que je me vois pas. Peut-être plus en présentiel, je sais pas, le côté pédagogie, peut-être que tu cherches aussi à faire ça sur YouTube. Donc du coup, si demain YouTube s'arrête. Si tu veux dire, je communique, je fais plus de com en fait. Ouais. Je pense que je serais déçu. Je pense qu'il me manquerait quelque chose parce que là, j'ai tellement. Maintenant, ça fait partie de moi aussi. Avant, DocFX, ça fait vraiment partie de moi. Autant avant, je me cherchais et maintenant, ça fait vraiment partie de moi. Et lorsque je me rends compte de tout ce qu'il y a à faire, il y a tellement de choses à faire que je suis presque. C'est presque dommage que je gagne pas ma vie avec, parce que si je pouvais faire ça beaucoup plus, je ferais plus. Mais mon gros facteur limitant, c'est le temps. Et il faut trouver la bonne alternative. Donc voilà. Dans 20 ans, tu t'aimerais bien qu'on dise quoi de François Xavier? J'aimerais bien qu'on dise que j'ai été utile à plusieurs personnes. Ouais. Que ça soit sur des vocations, des gens qui ont trouvé leur voie grâce à moi, ou soit vis-à-vis de patients ou de gens qui ont appris des choses, en fait, voilà. La pédagogie encore. Ouais. T'aimes bien apprendre à transmettre des choses, transmettre. Et puis moi aussi, ça me permet moi aussi d'apprendre des choses et de faire partager et de partager des choses, en fait, voilà. Parce que peut-être base curieuse. Ouais, je pense, ouais. Curieux et partagé, ouais. Déjà, parce qu'en tout début, déjà quand tu étais gamin, tu disais que tu voulais déjà le corps humain déjà te fasciner. C'est ça. Ok. On va plus parler de sujets un peu de société là. Qu'est-ce qui te fait peur dans la médecine de demain? Alors je dirais pas que ça me fait peur, mais c'est comment on va l'appréhender, et c'est ce qui est déjà là. La grande nouveauté, c'est l'IA, l'intelligence artificielle. Parce que là, c'est clairement la médecine de demain. Et ça va tellement vite que je sais qu'au niveau du ministère de la Santé, ils travaillent dessus, justement sur comment l'appréhender au quotidien. Que ça soit et du côté médecin et du côté patient. Parce que de plus en plus, ce que j'ai remarqué maintenant, c'est qu'on a des gens qui vont sur des IA, alors pas que ChatGPT, sur d'autres aussi, et qui vont rechercher de l'info médicale avant d'aller aux urgences, et qui viennent des fois avec leur diagnostic, et des fois ça peut fausser les prises en charge ou faire potentiellement avoir des pertes de chance. Donc c'est plus ça qui fait un peu peur, c'est l'utilisation de l'IA par les soignants et par les patients. Après, pour les soignants, je sais qu'on a des IA médicales qui commencent à se développer un peu, où c'est des outils qui peuvent nous aider à
à améliorer des prises en charge. Et il y a certaines IA qui existent déjà mais qui ne sont pas ouvertes au public, qui sont que pour les médecins. Et parce qu'on a le recul pour, mais ce que j'espère, c'est que les jeunes générations de médecins, parce que moi je suis une vieille génération entre guillemets où on n'avait pas l'IA et on sait réfléchir, diagnostic, etc. Et j'espère que sur les jeunes générations, futures générations de médecins, ils sauront se servir pas que de l'IA quoi, mais de leur raisonnement médical comme nous on le fait sans IA en fait. Ça c'est important de garder ça. Je pense c'est très important. Et après il faut se dire que derrière chaque IA il y a un médecin derrière qui valide. Et voilà, donc c'est ça qui fait un peu peur, c'est l'utilisation que les gens vont faire de ça parce qu'ils le font déjà pour diverses raisons et qui connaissent peut-être pas les risques ou les dangers qu'ils pourraient avoir à cause de ça. Donc en fait, je pense qu'il faudrait plus faire déjà de la bonne, enfin apprendre correctement les choses en diagnostic, etc. Et après seulement se servir de l'IA comme outil, quoi. Ouais. Mais quand on voit, c'est la même chose dans les écoles. Hein. Dans les écoles, quand tu vois les collégiens, lycéens qui, avant de faire leur devoir de maths, c'est l'IA qui l'a fait. Et quand les profs ils refont faire le devoir en classe, tout le monde à zéro. Bah, rien que là, ça fait un peu peur parce que tu dis que déjà, même au niveau de l'école primaire, il y a déjà un biais. Alors tu dis après, les études supérieures, voilà, c'est plus ça qui est un peu angoissant, on va dire. Et au contraire, qu'est-ce qui te donne de l'espoir ? Qu'est-ce qui me donne de l'espoir ? C'est que mine de rien, avec ma chaîne, j'ai suscité pas mal de vocations. Ouais. J'ai eu pas mal de retours de gens. Alors, c'est pas le but du tout, mais lorsque je reçois des messages de collégiens justement ou de lycéens, voilà, je m'appelle Louis, j'ai 13 ans, j'adore ta chaîne, j'ai envie d'être médecin, ce que tu fais c'est trop bien. Je me dis voilà, j'ai des enfants 12-13 ans qui regardent les vidéos, que ça inspire, que ça motive. Et qu'ils ont envie de faire ça et c'est cool quoi, tant mieux. C'est plus ça qui me donne de l'espoir. Et puis après, il y a quand même voilà toutes les difficultés qu'on a budgétaires, la machin, il y a quand même une prise en compte de tout ça. Et qu'il y a des changements qui se feront, mais ça prend du temps, ça prend beaucoup de temps. Alors je fais pas du tout de politique, hein. Mais par exemple, rien que sur le problème d'effectifs, on sait qu'on n'a pas assez de médecins en France. Ça, on sait que dans quelques années, ça va être résolu parce qu'on a ouvert les portes et les médecins ils vont arriver, ça c'est sûr. Donc c'est plus ça qui me donne. Après, moi, tous ceux qui me connaissent, ils savent que je suis plutôt d'humeur positif. Voilà, c'est important de rester positif, quoi. Et après, le positif amène le positif. Voilà. Et l'espoir dans la médecine ? Au niveau quoi ? Au niveau science, tu veux dire ? Est-ce que tu as un espoir dans la médecine ? Quels sont les trucs Après, c'est l'amélioration de la prise en charge des gens. Il y a toutes les optimisations avec tous les cancers qu'on pourrait guérir, qu'on peut pas là encore. Un peu aussi grâce à l'IA, ouais. Ouais, voilà. Donc c'est plus ça. Mais après, il y a quand même une histoire budgétaire derrière. Mais oui, obligatoirement, là, il va y avoir des améliorations et tant mieux, quoi. Tant mieux. Mais après, il y a des comportements humains qui font que malgré tout, quelqu'un qui va être alcoolisé au volant et qui va aller se planter dans un arbre, on peut avoir la meilleure médecine qu'on veut, il sera cassé de partout en tous les cas. Sauf si on a ces super voitures qui nous éviteront de conduire aussi, ça arrivera peut-être aussi. Et voilà. Ouais. Mais il y aura toujours des facteurs humains malheureusement qui feront que quoi. Okay. Mais oui, c'est pour ça que lorsqu'on est médecin et soignant, on apprend toute sa vie parce que la médecine évolue tout le temps et tant mieux. J'ai une petite dernière question. Qu'est-ce que tu dirais, qu'est-ce que tu voudrais faire passer en une seule phrase aux Vosgiens qui nous regardent ? Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Seulement ça ? Tout simplement. Non, mais après, oui, déjà bien sûr, parce qu'il y a tellement d'informations ou de choses positives que voilà. Mais après, en dehors de YouTube, qu'est-ce que à part profiter de la vie, voilà. C'est surtout ça, quoi. C'est vrai que j'en ai pas parlé depuis le début de la vidéo, mais c'est le côté aussi que quand on est urgentiste et que on sait que la vie peut s'arrêter du jour au lendemain. Voilà. L'objectif c'est pas de vivre avec des angoisses ou quoi que ce soit, mais on sait que demain on peut ne plus être sur cette terre. Tous, tout le monde, hein, sans exception. Même qu'on ait de l'argent ou pas d'argent, qu'on soit beau ou pas beau, tout le monde. Donc c'est le fait d'essayer de profiter plus de l'instant présent et de moins vivre dans le passé, dans le futur.
c'est encore une fois, c'est pas de la philosophie, mais quand on est urgentiste, bah, des fois, on a plus tendance à profiter de se faire plaisir, quoi. Et c'est pour ça, bah, notamment sur YouTube, je m'étais dit, je suis peut-être un petit peu trop vieux pour me lancer là-dedans, etc. Et puis j'ai dit, bon, bah là, tant pis, je le fais. Et puis c'est parti comme ça, quoi. Un futur Squeezie, quoi. Non, je pense que bah, j'aimerais bien avoir. Mais après, je fais pas du divertissement, c'est pas pareil. Non, c'est pas la même chose. Non. Eh ben, écoute, super, merci bien. Merci à toi. Et bah, c'est gentil. Merci de m'avoir invité, du coup, c'est super sympa. Super.